Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu copier ma voix. Je vous parle donc depuis mon clavier pour vous introduire cet épisode hors série. Après un peu plus d'1 an d'existence, je vous propose un petit best-of de Data Driven 101. Est-ce que tu auras une anecdote à nous partager sur la data ? Guillaume Jouffre, cofondateur de Gringo. Une anecdote pour comment on peut servir la data de manière macro sur toutes les parties du business. Une anecdote, c'est l'anecdote char à voile. Donc je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais il y a eu tout un scandale avec le PSG et Christophe Galtier. Bref, le PSG allait en avion à Nantes avec un impact carbone colossal. Galtier a fait une vanne en disant qu'ils allaient y aller en char à voile la prochaine fois, en se moquant un peu des journalistes. Donc nous, ça nous a un peu scandalisé parce que l'impact carbone était horrible. Mais du coup, on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse une opération de communication flash où on dénonce un peu ça, quoi. Et en fait, on s'est dit, il y a eu un tas de trolls sur les réseaux sociaux, etc. On s'est dit, tiens, on va troller nous aussi. On va créer un filtre Gringo char à voile où on met tous les logements accessibles en char à voile et on va faire un communiqué de presse à la presse pour dire le filtre char à voile est disponible sur Gringo et voilà, et se marrer un peu avec ça, quoi. Et donc, en termes de data, donc on est arrivé le lundi matin, littéralement. J'ai fait un post LinkedIn avec la vidéo. Tout de suite, les gens se sont excités en disant c'est scandaleux. Et j'ai dit voyons voir ce qu'on peut faire avec la data. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a regardé déjà où on pouvait faire du char à voile en France. On a vu que c'était toute la côte atlantique nord, etc. On a collecté la data de tous les hébergeurs qui étaient dans des zones char à voile, c'est-à-dire bord de mer au-dessus de Bordeaux, quoi, globalement. On a créé un filtre char à voile. On a flagué tous ces hébergeurs avec le filtre char à voile. On a créé une page statique dédiée depuis notre admin. On a fait un communiqué de presse. Et à 13h, le communiqué de presse était sorti, la page live sur notre site, et voilà, on le communiquait sur les réseaux sociaux en mode fun, quoi. Et tout ça en fait, avec de la data, part d'un truc très marketing, très newsjacking, on va dire. Et grâce à la data, en 1 heure ou 2, on peut opérationnaliser un truc de manière hyper agile, quoi. Voilà. Laure Lapostole, DG adjointe de Kitok. Alors peut-être notre segmentation client, qui n'est pas forcément classique. On a décliné notre segmentation client à la sauce Kitok. Donc c'est une segmentation qui parle recettes. On a identifié que parmi nos clients, on avait différents profils. Donc on va trouver des profils explorateurs qui veulent découvrir des recettes du monde, qui vont particulièrement rechercher des épices, des nouvelles saveurs. On a des profils famille qui vont privilégier des recettes consensuelles, des tips pour faire manger des légumes à ses enfants sans qu'ils s'en rendent compte, qui sont relativement rapides à préparer. On a des clients qui vont être préférence végétarien. Donc, on a assez peu de gens qui sont 100% végétariens. En revanche, on en a un certain nombre qui vont privilégier une majorité de recettes végétariennes, etc. Et donc ça nous permet ensuite à la fois d'adapter notre offre de recettes et à la fois d'adapter nos communications pour parler à nos clients des recettes qui vont tout particulièrement leur plaire. Adrien Fenech, président d'Estiméo. J'ai une anecdote en effet sur la data qui est pas très glorieuse, bien entendu. Ça remonte au tout début d'Estiméo. Un soir, en revenant du bar, vers minuit et demi, un technicien d'OVH m'appelle et me dit en fait vous avez plus rien sur votre serveur. Vous vous êtes fait hacker. Votre base de données est plus là. D'accord. Alors là, énorme flip. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est venu ? Qui nous a piqué la donnée ? Est-ce qu'il a réussi à accéder à quelque chose ? Etc., etc. Et en fait, on s'est retrouvé sur ce fameux système du ransomware où on me demandait de payer un bitcoin pour récupérer mes données. D'accord. Ce qui d'ailleurs m'a mené un petit peu à la phase cybersécurité juste après. Mais mis à part ça, c'est un énorme flic parce que du jour au lendemain, on voit sa base de données disparaître, potentiellement des clients qui sont en pleine analyse, qui ont payé des centaines, des milliers d'euros pour avoir leur analyse. Non seulement on risque de leur dire, au fait, on n'a plus vos données, faut tout recommencer, mais en plus vos données risquent d'être dans la nature. Ouais. Alors bien entendu, c'était pas le cas. La base de données avait été bêtement supprimée parce que sur ce coup-là, j'avais bien fait une semaine avant, mes sécurités étaient nickel, personne ne pouvait entrer, ou en tout cas pas facilement, bien entendu. Et la seule chose possible était simplement de m'embêter en supprimant ma base de données. Et coup de chance, j'avais mis mes backups avant en place, quelques jours avant. Ouais. Donc ça s'est plutôt bien goupillé. Donc dans mon malheur, je m'en suis sorti. Mais ça a été le premier gros coup de flip autour de la donnée que j'ai eu chez Estiméo, c'est de se dire waouh, il y a quelqu'un qui est arrivé qui d'un seul coup en fait a tué mon business en 1 heure, même pas.
Et on se dit, mais comment on peut se relever de ça? Ça fait déjà 6 mois qu'on travaille dessus. Est-ce que ça veut dire que ça fait 6 mois de travail qui a été perdu? Et en fait, on commence d'un seul coup un peu à paniquer, à essayer de prendre vite des décisions. Et en fait, heureusement, avec mon associé, on s'est posé, on a rationalisé un peu ça. On s'est dit qu'il n'y avait pas mort d'homme. La donnée n'avait pas fuité, n'avait pas disparu. C'était simplement supprimé. On a simplement rollback, donc remis un backup de notre base de données. Tout s'est bien passé. On a refait nos sécurités. Et maintenant, ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu une seule brèche ou quoi que ce soit. Je touche du bois, bien entendu, pour la suite. Mais voilà, ça a été quand on a quelque chose qui touche à la donnée et qu'on sait que ça nourrit absolument tout, le business, nos algorithmes, notre notoriété, un peu tous ces sujets-là, et bah oui, c'est un coup de flip quand il arrive quelque chose. Nicolas Héroux-Nevers. Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de rendus un peu inentendus, etc. Soit à cause des erreurs du modèle, etc. Soit parce que ça te génère des trucs complètement inattendus. Là, par exemple, la semaine dernière, j'étais en train de travailler sur des styles de Noël. Parce que pour Noël, c'est cool d'avoir des avatars un peu dans le thème. Et j'étais en train de créer des trucs. Et là, ça me sort une espèce de bonhomme de neige avec juste la tête de la personne dessus, avec à côté, à ses pieds, une espèce de truc poilu, marron. On a vaguement dit un caca de Noël, quoi. Ok. Du coup, je l'ai pas envoyé au client. C'est sur un nouveau style que j'étais en train de développer. Mais tu dis, mais vraiment, mais ça sort d'où, quoi? Enfin, qu'est-ce que le modèle a vu? Je veux même pas savoir. Après, moi, je développe les prompts sur mes propres photos. Ouais. Donc, je pense que j'ai dû créer, sans exagérer, plusieurs milliers de photos de moi-même dans des styles divers et variés, tu vois. Et en fait, ça te fait un effet hyper bizarre, presque dissociatif, parce qu'à un moment donné, tu vois tellement de variations de toi-même, tellement de représentations de toi-même. Maintenant, par exemple, j'ai plus de photos dans mon iPhone de moi-même qui sont complètement fake, qui sont générées par l'IA, que des vraies photos de moi-même. Ouais. À un moment donné, tu sais plus vraiment à quoi tu ressembles, en fait. Ça te fait un effet super bizarre. Tu vois, parfois, je vois des photos et je sais pas si c'est un vrai ou un faux. Ouais. Charles Sutton, CTO de Data Scientist. Pour la petite anecdote, donc Data Scientist, effectivement, c'était donc, comme son nom l'indique, une entreprise qui visait à tester les gens. Peut-être aussi petite anecdote culturelle qui peut être marrant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'à l'origine, on voulait comme logo un sphinx. Ce qui semble être en général la réponse majoritaire quand on demande aux gens à quoi ressemble notre logo. Pourquoi ? Parce que bon, dans la mythologie, et pour les générations plus récentes avec Harry Potter 4, vous verrez que c'est le sphinx qui laisse passer ou pas quand vous avez une bonne réponse. Donc c'était un peu ça l'idée. Et à l'époque, on n'avait pas vu que c'était pas du tout un sphinx que le designer qu'on avait pris qui nous avait livré. Et pour anecdote, ça s'appelle un chérubin. Alors moi aussi, je suis tombé de haut quand j'ai appris ça. Et peut-être un petit clin d'œil à monsieur Trojman de la Société Générale qui nous l'avait fait remarquer. Et vous verrez, en fait, c'est un mix entre un lion, un aigle, un roi, etc. Et finalement, on l'aime bien, ce chérubin, donc on l'a gardé comme logo. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Ensuite, pour revenir sur le skill assessment, au début, on a gardé cette technologie pour évaluer les profils en fin de formation. Donc, faut imaginer, je vous dis que la plateforme est expérientielle. Faut imaginer que, par exemple, c'est des notebooks sur lesquels vous allez coder, dans lesquels c'est des use cases de data science que vous résolvez de manière assez didactique. Et puis, en fait, une fois que vous avez fini votre apprentissage, il y a une évaluation chronométrée sur laquelle on va vous évaluer, qui reprend exactement la même technologie que le skill assessment. Pour l'anecdote, les comptes avec lesquels on a travaillé en formation, donc les banques, les assurances, l'énergie, etc., en B2B, c'était finalement un second produit qu'ils nous ont demandé une fois que leur maturité data elle a évolué, et on a fait ce produit de skill assessment. Pour anecdote aussi, avec le BCG, l'aventure avait continué. On avait fait pas mal de tests, d'abord pour eux, et puis in fine, ils nous distribuaient dans l'accompagnement des comptes dans leur transformation data, essentiellement à l'étranger. Alexis Frenz, Investment Manager chez Elaya. C'est des scénarios, on essaie d'avoir plusieurs milliers, voire centaines de milliers, voire des millions de scénarios. Et on a découvert que Excel avait une limite. Donc il y a plus de 16 000 colonnes sur Excel. Oui. Et en fait, on peut pas aller au-delà. Et on a aussi découvert que c'était comme ça que les autorités de santé en Angleterre avaient découvert les limites d'Excel au moment du Covid, où ils reportaient les cas de Covid. En fait, ils pouvaient pas aller au-delà de 16 000 colonnes. Puis nous, on a eu à peu près le même problème. Et donc, au moment où on est passé à l'étape d'après, c'est là où on s'est dit, Excel, c'est bien pour bootstrapper, mais derrière, il faut qu'on ait un peu plus de puissance de calcul. Et donc, c'est là où on a commencé à faire un peu plus d'algorithmie pour développer notre outil. Bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science.